Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde qui est dédiée à la thématique de la mort. Alors la mort peut-elle être heureuse? Comment la rendre heureuse? En tout cas les rites funéraires, à défaut de la mort en elle-même, c'est vrai qu'on dit que la façon dont on traite nos morts et les rites que nous avons reflètent les préoccupations d'une société. Alors est-ce que les nôtres ont changé? Comment les Français souhaitent-ils se faire enterrer ou pas enterrer d'ailleurs? Pour répondre à toutes ces questions qui sont vraiment à la frontière avec la sociologie, on a un très chouette panel d'invités. Donc je vais commencer avec vous, Fabien Delacaze. Vous êtes un peu la caution institutionnelle, traditionnelle, on va dire, de ce secteur qui est quand même assez codifié. Je n'oserais pas dire rigide, mais peut-être un peu. Donc Fabien Delacaze, vous êtes directeur marque et communication chez OGF. Alors OGF, on connaît surtout en fait votre marque principale qui est PFG, Pompe Funèbre Générale, un des leaders du secteur. Je crois que vous avez 200 ans d'existence. Voilà. C'est ça, on est une vieille maison, on a 200 ans d'existence. PFG, c'est la marque la plus connue. Et aujourd'hui, OGF, en fait, c'est 1200 points de vente. PFG, c'est une marque qui est ancienne, mais qui est aussi tournée vers l'avenir. On ouvre toutes les semaines une nouvelle agence et on essaye effectivement de poser un nouveau regard sur le funéraire. Et à côté, deux acteurs beaucoup plus jeunes du secteur. Sarah Dumont, vous avez fondé et vous dirigez Happy End. Alors Happy End, c'est une entreprise qui s'emploie à accompagner les familles pour montrer comment on peut aborder le funéraire autrement. Vous travaillez aussi avec les acteurs institutionnels du secteur pour faire évoluer les pratiques en fonction justement des attentes. Donc on parlera de ces attentes et puis des nouvelles demandes. Et à côté de moi, sur les nouveaux sujets aussi qui entourent évidemment cette thématique de la mort, un regard plus tech et plus digital. Donc Kylian Weder, vous avez fondé Repos Digital, donc ça veut tout dire. Vous gérez cette épineuse question de notre identité numérique une fois qu'on disparaît, de notre patrimoine et héritage sur le net. Ok, c'est bon, ça marche absolument. C'est une thématique auquel on ne pense pas encore et auquel les familles ne pensent pas aussi systématiquement. Mais ça nous concerne tous parce que tant les seniors aujourd'hui sont connectés. Et puis de toute manière, il n'y a pas que des seniors qui décèdent. Donc il y a tout cet aspect numérique qui est à traiter et qu'on traite. Alors le Covid a réintroduit un peu la mort dans notre quotidien. Ça nous a bouleversés sur le moment. On a vu des pratiques temporaires où on pouvait assister via YouTube ou en ligne à un enterrement. Plus globalement, sur un petit peu plus de long terme, on commence à avoir quelques années de recul, est-ce que ça a plus profondément modifié notre rapport à la mort? Est-ce que ça a modifié aussi les demandes en matière de rites funéraires? Vous qui êtes un acteur qui avait une vision sur tout le territoire, Fabien? Absolument. Effectivement, le Covid a beaucoup bousculé les Français dans leurs pratiques, dans les rituels. Il a fallu réinventer un certain nombre de choses et c'est en ça que ça a beaucoup accéléré, je dirais, les attentes et la capacité aussi des Français à imaginer de rendre hommage autrement. Et en fait, le autrement, il est passé par le digital. Pendant le contexte Covid, il y a pas mal de familles qui n'ont pas pu faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire dans d'autres circonstances, c'est-à-dire se retrouver physiquement. En théorie, au-delà des rituels religieux, au-delà des conventions sociales, on se retrouve physiquement pour s'apporter du réconfort. Et là, pendant la période sanitaire, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, le digital a apporté une réponse. La première réponse, c'est effectivement ces cérémonies à distance que vous avez évoquées, qui étaient à la fois en capacité de capter une cérémonie et de la diffuser, mais aussi parfois sous forme de murs vidéo, de pouvoir projeter sa propre image et de montrer à d'autres proches qu'on était présent. L'autre solution qui a été imaginée, et ça c'est des demandes qu'on voit nous arriver de plus en plus maintenant alors que la crise est terminée, ce sont des espaces en ligne qui permettent de se recueillir, c'est-à-dire que normalement on a besoin de se retrouver, de se toucher, donc ça c'est la cérémonie, puis on a aussi besoin de penser à la personne qu'on vient de perdre, et en ça il y a des espaces digitaux qui ont été imaginés. C'est des espaces dans lesquels on va pouvoir partager des souvenirs, des photos, des anecdotes, on va pouvoir donner des messages de soutien, etc. Et ces espaces-là ont été développés, se sont accélérés pendant la crise Covid, et nous on a mené une étude à l'automne dernier avec CSA, et en fait cette étude montre qu'effectivement aujourd'hui il y a un quart des Français qui se disent prêts à imaginer une cérémonie à distance pour les funérailles de leurs proches, même s'il n'y a plus de contexte sanitaire, parce que parfois la famille est loin, etc., les amis. Et puis on a aussi 41% des gens qui disent en fait souhaiter un espace digital, là aussi même si maintenant le contexte sanitaire n'est plus un problème, en fait c'est une demande qui devient réelle. Et c'est en ça effectivement qu'il y a une accélération. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'effectivement après cette crise sanitaire, ce qu'on a observé, c'est une tendance de fond qui s'accélère, c'est l'effacement des conventions sociales.
Avant, on organisait des hommages parce qu'il y a des conventions sociales qui vous imposent un certain nombre de choses. Il y a des rituels religieux aussi dont on commence un peu à se détacher. On parle de laïcisation de la société française. Tout ça marche de pair. Et donc finalement, quand on se libère de ces conventions-là, ça donne beaucoup de liberté. Ça donne beaucoup aussi d'imagination pour voir les obsèques autrement. Et dans cette étude, on voit qu'effectivement, on fait ça surtout parce qu'on imagine que le défunt aurait apprécié justement une cérémonie différente. Dans 66% des réponses, c'est ça. Et on imagine aussi que c'est peut-être un meilleur moyen de rendre un hommage à la singularité du défunt qu'on a perdu, plutôt que le même hommage pour tout le monde à travers des conventions sociales. C'est un hommage qui ressemble au défunt, et si cet hommage ressemble au défunt, alors il a une valeur plus forte. Ça aujourd'hui, Sarah, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment le faire? Parce que d'un côté, il y a une perte des conventions sociales, une perte du religieux. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une perte de sens dans les rites que l'on fait? Comment est-ce qu'on retrouve du sens autrement? Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, effectivement, déjà aujourd'hui, il y a un tiers des Français qui optent pour une cérémonie civile. Et il y a 41% des Français qui optent pour une crémation. Donc clairement, les Français se retrouvent face à un vide symbolique qui doit être en fait rempli. Et on doit justement trouver à donner du sens, comme disait Fabien, dans ce temps d'hommage. Pour ça, les familles, elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est pour ça que je pense que le rôle des pompes funèbres aujourd'hui doit évoluer et est en train d'évoluer, heureusement. Et ils prennent conscience de la nécessité de l'accompagnement et du temps humain. En fait, auparavant, les pompes funèbres commencent à réaliser que le cercueil, c'est plus le centre de la cérémonie. Pourtant, ça représente 2/3 de leur chiffre d'affaires. Donc, comment ils vont pouvoir peut-être changer les choses en interne? Ça demande des restructurations d'organisation dans l'accueil des familles. Je le vois apparaître, on voit poindre des initiatives, on voit les organisations sont revues. Alors, ça peut être par exemple les coopératives funéraires qui vont accorder un temps de rendez-vous pour l'administratif, c'est énormément, on sait beaucoup de démarches administratives que d'organiser un décès, mais un autre rendez-vous qui va pouvoir durer 2-3 heures pour co-construire la cérémonie avec la famille. Et on sait à quel point, il y a une étude qui a montré du Crédoc, qui a montré que 71% des gens qui avaient participé activement à l'organisation de la cérémonie de leurs proches, alors ça peut passer par la préparation d'un diaporama photo, de penser à la playlist, de penser à des rituels personnalisés, de redécorer la salle du funérarium avec les éléments qui appartenaient aux défunts. Donc voilà, ils vont prévoir un rendez-vous dédié à la co-construction. Enfin, en tout cas, pour finir, oui, 71% avaient ressenti en participant à la cérémonie, à l'organisation, un bénéfice positif un impact positif sur son deuil. Et globalement, juste pour comprendre, si j'ai envie demain de créer une cérémonie pour un proche, je peux faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire que je peux faire un lâcher de colombe, un lâcher de ballon, une soirée, une danse. Le champ des possibles aujourd'hui est quasi infini, sans mauvais jeu de mots. Tout est possible à condition de respecter l'ordre public. Donc moi j'ai déjà vu des gens danser à un enterrement, j'ai déjà vu des cercueils recouverts de sparadrap pour une infirmière. Tout est possible. Oui, les lâchers de papillons, les lâchers de colombes, les cérémonies en mer avec une dispersion de cendres en mer. En fait, tout est possible et je pense que justement les familles ont besoin d'être rassurées sur le fait de s'approprier ce moment. C'est le leur, c'est celui qui va les aider, c'est la première pierre posée sur un chemin de deuil. Et nous, on essaye de leur donner cette, quelque part, exigence, de leur redonner cette liberté. Et je pense que les pompes funèbres ont vraiment un rôle à jouer pour leur donner leur ouvrir le champ des possibles. Parce qu'en fait, les gens diront toujours « Ah bon, ça se fait, est-ce que j'ai le droit ?» Ils ont très peur et ils ont besoin d'être rassurés. Et je pense que c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Avant de revenir sur la transformation de vos business models, finalement, un petit détour par le digital. Vous êtes un peu notre caution digitale. Vous parliez d'hommage numérique. Alors, je sais que ce n'est pas exactement votre cœur de métier, mais à quel point est-ce que le numérique et le digital a fait son entrée? Est-ce que vous avez une petite vision là-dessus dans le monde du funéraire? Oui, absolument. Pour commencer, par exemple, l'annonce du décès, avant, c'était quelque chose qui était relativement intime. C'est-à-dire qu'en fait, c'était seulement la famille, les amis très proches, et puis le bouche à oreille dans la ville, dans le village où... Et aujourd'hui, l'annonce du décès, elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire que, on le disait, il y a des espaces hommages qui se font sur Internet. Aujourd'hui, la plupart des avis de décès sont également publiés sur Internet. Ils sont beaucoup plus partagés. On retrouve la possibilité de pouvoir mettre une photo, un peu un aspect biographique. Les gens, maintenant, aujourd'hui, pour annoncer un décès... créer des posts Facebook, passer également par Facebook, on est sur une diffusion beaucoup plus large, qui touche beaucoup plus de monde, et même la notion de dommage,
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de traces maintenant digitales qu'on laisse derrière nous. Avant, finalement, pour l'hommage, on gardait, on avait sûrement un objet, une lettre ou les premières photos de nos grands-parents. Aujourd'hui, on a sur notre smartphone des centaines de photos, de vidéos de nos proches et on les consulte beaucoup plus souvent. Donc, en fait, on a beaucoup plus d'hommages grâce aux outils du numérique. On a même des audios sur les WhatsApp. Enfin, il y a des familles qui m'ont dit qu'elles écoutaient régulièrement des audios encore de la personne. Mais voilà, entre les photos, les vidéos, les audios et ce qui sera encore possible plus tard, la notion d'hommage, elle est évidemment encore plus digitale. Et puis, elle est presque limite, je dirais pas plus concrète, mais on a beaucoup d'éléments en lien avec la personne décédée sur nos smartphones aujourd'hui. On reviendra aussi sur les dérives qui peuvent être liées à la tech un peu plus tard, parce que c'est vrai que où se termine l'hommage et où commencent d'éventuels problèmes. Avant ça, restons sur vraiment le côté purement funéraire, l'industrie, si on peut le qualifier comme ça, assez traditionnelle que c'est. Aujourd'hui, si je me rends dans des pompes funèbres chez vous, à quel point est-ce que je peux avoir une personnalisation voilà, à quel point est-ce que c'est très parisien de se dire que je peux avoir une cérémonie pleine de colombes et de ballons, mais à quel point si je vais dans mon agence de mon village en bas de chez moi, je peux personnifier ça. Et est-ce que ça entraîne aussi un surcoût? Parce que c'est important cette question du coût, on n'a pas beaucoup de temps, c'est quoi? C'est 6 jours pour organiser un décès. Comment est-ce qu'on prend les décisions et sur quels critères ça se fait vraiment dans la réalité? Alors, dans l'absolu, je dirais la première étape, c'est l'envie de la famille. Et on parle d'attente. Et en fait, ces attentes, soit parfois elles sont totalement latentes, et en fait elles sont là, mais on n'arrive pas à exprimer. Sarah l'a dit, il faut libérer aussi un peu la parole. Et donc, pour l'instant, il y a encore 50% des familles qui finalement ont envie d'une cérémonie assez traditionnelle. Et évidemment, les opérateurs que nous sommes, on sait faire ça de longue date. Mais il y a une deuxième partie qui est appétente justement à imaginer autre chose. Et imaginer autre chose, ça peut passer par des choses des effets assez waouh, comme Sarah le disait, mais il y a des choses beaucoup plus simples et qui peuvent être très fortes en fait pour les Français. La première question, c'est est-ce qu'on peut se libérer ou pas d'un rituel religieux? Parce que nous, chez EGF, on a organisé déjà beaucoup de choses qui, dès lors qu'en fait les familles ne souhaitent pas une cérémonie religieuse, on va finalement chercher des lieux qui font sens pour la famille ou qui font sens pour la personne décédée. On a organisé des cérémonies sur des terrains de foot. On a organisé des cérémonies dans le potager d'une dame et la famille nous disait mais son potager, c'était sa passion, c'était sa vie. En fait, quel plus bel hommage on pourrait lui rendre que d'aller dans le potager? Pour parler du coût, en fait, n'a pas eu de coût supplémentaire par rapport à ça, parce que finalement qu'une équipe se déplace, que des porteurs, un chauffeur se déplace avec un cercueil sur le lieu d'un potager ou par exemple dans une église, en fait pour nous c'est grosso modo le même coût. On a la possibilité de manière très simple aussi de pouvoir changer quelques détails dans une cérémonie. Les porteurs, en fait les personnes qui portent le cercueil, on peut leur demander de ne pas mettre le costume traditionnel et de porter autre chose. J'ai en souvenir une cérémonie organisée pour une femme marin. En fait, on avait proposé à la famille de creuser cette piste-là. Le cercueil, du coup, a été peint en bleu marine, puisqu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on propose des cercueils de couleurs. Il y a plus de 250 couleurs possibles. Vous pouvez avoir mat, vernis. Enfin, vous pouvez vraiment le configurer sur un écran comme n'importe quel achat du quotidien, même si on a bien conscience que c'est pas n'importe quel achat, mais c'est par ce canal-là qu'on peut aller vers la personnalisation et donner finalement le début d'une trame pour aller vers plus de personnalisation. Et cette femme marin, au-delà de ce cercueil bleu marine, on s'est dit, mais est-ce que vous souhaiteriez que les porteurs, les 4 messieurs qui vont porter le cercueil, on peut peut-être les habiller en marinière? Et la famille, en fait, a été extrêmement sensible à cette possibilité. Le coût, il était quasi nul, en fait, de rajouter ça. Et tout à coup, cet hommage-là, il ne ressemblait qu'à une personne, leur proche. Et le travail de deuil, cette première pierre dont tu parles, Sarah, sur le parcours de deuil, elle est posée comme ça. Et donc, vraiment, pour arriver sur le sujet du coût, il y a 1000 attentions possibles que les familles ne pensent pas à mettre en place parce qu'elles ont que 5 jours, 6 jours pour se décider et en plus elles ont souvent le cœur un peu serré. Mais simplement de couper les fleurs par exemple dans le jardin d'une personne qui vient de décéder plutôt que d'acheter des fleurs dans le commerce, ça peut être extrêmement
symbolique pour les proches et le coût il est proche de zéro. Donc encore une fois, il faut avoir cette créativité-là. Et je voudrais juste terminer par une petite analogie. Il y a quelques années, on a vu des mariages finalement qui sortaient des lieux de culte, qui sortaient des mairies parce qu'on trouvait ça un petit peu trop expédié en 30 minutes. Et les mariages se sont finalement mis à s'installer au bord d'un lac, dans un pré, dans une propriété privée, sur une plage. Et bien sûr, les obsèques n'ont rien à voir avec un mariage, mais c'est un événement, en tout cas un rituel de famille qui doit pouvoir aussi se réinventer. Et c'est notre rôle en tant que professionnels d'accompagner les familles. Si elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent, nous, on peut les aider à imaginer et à mettre en place des choses sans que ça ait un coût différent. D'accord. On le disait en introduction, les rites funéraires sont souvent le reflet des préoccupations de la société. Une des grandes préoccupations de la société en ce moment, c'est l'écologie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des funérailles vertes? Et qu'est-ce que je dois faire, par exemple, si je veux avoir des funérailles vertes? Je dois faire quoi comme choix, Sarah? Alors pour des funérailles vertes, déjà il faut penser au choix du cercueil. Donc il faut opter pour un cercueil en bois brut, non verni, et avec du bois issu des forêts françaises ou européennes. Ensuite, on sait, il y a une étude qui a été menée, qu'une crémation est 3,6 fois moins polluante qu'une inhumation, donc qu'un enterrement. Ce qui pollue, en fait, quand on est enterré, c'est la construction d'un caveau qui nécessite de l'utilisation du béton, le traitement du béton. Et ce qui pollue également, ce sont les monuments et les stèles qui sont pour la plupart importés de Chine, ou en tout cas façonnées en Chine. Parfois elles viennent du Tarn, mais elles partent en avion en Chine pour être façonnées. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir quand on choisit un monument funéraire. Ensuite, dans la mesure du possible, on peut éviter les soins de thanatopraxie, qui sont polluants pour les sols et même en matière de crémation. On peut tout à fait les refuser. Il y a une vraie différence entre la toilette mortuaire, qui est pour le coup réalisée sur tous les défunts, et les soins de conservation ou de thanatopraxie sont absolument facultatifs. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont extrêmement pratiqués, peut-être aussi liés à un manque d'information des pompes funèbres. Et ça, c'est leur rôle aussi que d'informer, donner vraiment les informations. Donc voilà les trois aspects sur lesquels on peut jouer. Il y a aussi des personnes qui, très écolos, émettent le souhait de leur vivant de ne pas avoir de fleurs à leur enterrement, ou en tout cas très peu, parce que finalement quand on opte pour une crémation et qu'on accompagne quelqu'un pour une crémation, toutes les fleurs qui vont être présentes, il y en a peut-être une qui va partir avec le cercueil, toutes les autres elles partent à la benne. Les poubelles du Père-Lachaise sont par exemple avec des bennes remplies de fleurs, qui sont récupérées parfois par des gens qui le recyclent, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'en matière de crémation, parfois les gens pensent pas, ils envoient plein de fleurs, c'est normal, ils veulent soutenir, mais il y a peut-être d'autres façons de soutenir le défunt. Donc voilà, en tout cas, donc on peut avoir un enterrement écologique voilà, et on voit aussi apparaître aujourd'hui des cimetières écologiques. Notamment à Niort, à Ivry-sur-Seine aussi, il y a une parcelle. Et ces cimetières vont vraiment privilégier il n'y a pas de monument sur les tombes, il y a une petite plaque en argile. Donc on est beaucoup plus dans l'ambiance des cimetières anglais, par exemple. D'ailleurs, ils disent aux personnes qui souhaitent être inhumées dans ce cimetière ou crématisées, en tout cas, de ne pas pratiquer les soins de conservation. En tout cas, il leur recommande. Après, dans certains cas, évidemment, les soins de conservation sont indispensables pour permettre à la famille de se recueillir, etc. Donc, en tout cas, les choses évoluent. Je pense que cette demande va aller croissante. Et de la même façon que peut-être un jour, on aura un troisième mode de sépulture qui sera l'humification, par exemple, qui pourrait arriver en France et qui est déjà autorisée dans d'autres pays. Ça, vous pouvez... Ça consiste en fait à placer le corps du défunt à 20 cm du sol et recouvert de broyat de bois, en fait, ce qui va permettre une décomposition du corps qui va pouvoir se faire sur 1 an. Des tests sont réalisés, ont été réalisés à Louvain. Aujourd'hui, voilà, donc on est vraiment dans un procédé de décomposition naturelle, plus écologique. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est en discussion. Il y a une association qui a été créée, mais voilà, il va falloir que la loi évolue, et on sait que la loi en matière funéraire, il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'y intéressent, donc ça risque de prendre un peu de temps. D'accord, donc ça c'est le côté offre. Côté demande, est-ce qu'il y a une demande pour ces nouveaux modes d'inhumation ou pas ? Alors,
nous, on sent effectivement que c'est probablement le sens de l'histoire. Je dirais que c'est encore assez timide dans cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, CSA de l'automne dernier. On a quand même 71% des Français qui nous disent que la dimension écologique des obsèques pourrait être un critère important pour eux. Mais quand on leur pose une question où on leur dit aujourd'hui quels sont les critères qui orientent en fait votre choix vers une maison, un professionnel funéraire, ce critère arrive qu'en 6e position, avec 14% en fait des répondants qui citent le choix écologique, en tout cas comme un des 2 critères importants, 14%. Je tiens quand même à dire que les 18-25, eux, nous répondent 71% pour les Français, 78% pour les 18-25. Donc ça montre quand même que c'est le sens de l'histoire. Et puis je dirais aussi que, tu l'as très bien dit Sarah, en fait, le contexte réglementaire ne permet pas non plus beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc si on nous demande, nous, professionnels, est-ce qu'il y a une appétence pour l'écologie, c'est difficile aussi d'en juger parce qu'on ne propose encore pas beaucoup de choses. Il y a l'humusation, il y a aussi l'aquamation qui est une autre forme de pratique qui n'est pas encore autorisée. L'aquamation, en fait, on disait que l'humusation, c'était la décomposition du corps dans un broyat de bois pendant 1 an. L'aquamation, c'est plus rapide, c'est dans une solution, donc c'est dans de l'eau avec une solution saline, et finalement, le corps, en fait, est dissous dans l'eau, et donc c'est un processus qui est beaucoup moins polluant que l'inhumation ou même que la crémation. Il y a également des cercueils aujourd'hui en Grande-Bretagne, en Belgique, on peut avoir des cercueils en osier par exemple qui semblent plus naturels. C'est interdit en France. Et donc il y a aussi besoin que la réglementation française évolue pour proposer des choses. Et puis si il est possible de proposer, on verra si les familles effectivement font cette démarche. Je dirais quand même que il y a, pour des familles en tout cas qui ont cette sensibilité écologique, il y a effectivement quand même des cercueils à plus faible impact environnementaux, des urnes à plus faible impact environnemental, même des urnes qui se dissolvent dans l'eau quand on veut faire éparpiller les cendres en fait en pleine mer. Donc il existe quand même des urnes qui sont pensées pour ça. Il y a des vêtements. Pour les défunts, il faut savoir que quand on inhume une personne avec ses vêtements, si les vêtements sont dans des matières synthétiques, ça peut être assez polluant pour les sols. Il existe aujourd'hui des vêtements biodégradables. Donc il y a malgré tout des choses qui existent et que les familles peuvent prendre en compte, mais il y a encore une grande marche à monter au niveau réglementaire pour aller plus loin. L'écologie, c'est une grande tendance de la société. L'autre grande tendance, c'est évidemment sa digitalisation. Alors en quoi est-ce que ça pose problème quand on disparaît? Que devient notre identité numérique, notre patrimoine numérique aussi, Kylian? Rebondir déjà sur l'écologie parce que alors les familles ne veulent pas gérer les données d'une personne pour l'écologie, évidemment en tout cas aujourd'hui, mais l'ensemble des données des personnes décédées dans le monde, des données Facebook, consomment autant que le Burkina Faso, semble-t-il, et ça c'est aujourd'hui. On sait que dans 50 ans, il y aura autant de comptes appartenant à des personnes décédées que vivantes. Et donc on sait que pour tous ces sites, c'est un réel enjeu déjà même économique pour elles, parce qu'elles vont continuer de traiter toutes ces données inutilement, et évidemment écologique, parce que ça va les pousser à évoluer vers des infrastructures toujours plus énergivores inutilement. Donc c'est un enjeu écologique et citoyen de cette manière, et puis même international. Maintenant, les familles, elles viennent nous voir pour 3 grands problèmes. Le premier, c'est que les réseaux sociaux créent un sentiment très, très inconfortable, très désagréable. C'est-à-dire que, en plus, ils sont particulièrement inadaptés. Les notifications, souhaiter bon anniversaire à, ça fait longtemps que vous n'avez pas envoyé un message à, et j'en passe. Il y a même des notifications très absurdes, comme une femme qui a déjà témoigné recevoir des demandes de vie Candy Crush d'une personne décédée, parce qu'en fait il y a tout un tas de notifications qui sont envoyées automatiquement et ça montre toute l'indélicatesse et donc les familles veulent gérer avant tout les réseaux sociaux pour toutes ces notions parce que c'est quelque chose qu'on retrouve tant sur Facebook qu'Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Le deuxième grand problème, et là les familles ne sont pas vraiment au courant, c'est de sécuriser la vie privée et les données de la personne décédée, parce que les comptes ne sont plus du tout sécurisés. S'il y a un piratage, comme il y en a d'ailleurs des centaines de milliers de tentatives à travers le monde, quand ça tombe parfois sur des comptes de personnes décédées, c'est extrêmement traumatisant pour la famille, pour leur deuil évidemment, qui peuvent du jour au lendemain se voir recevoir un message de n'importe qui, de leur frère, de leurs parents, de leur enfant qui est décédé. On a des personnes qui s'approprient le compte, changent la photo, postent avec, et donc c'est très très traumatisant évidemment pour
pour les proches. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer. Là, nous, on considère tous les réseaux sociaux. C'est la même chose pour les adresses mail. Une adresse mail qui est piratée, on peut recréer des comptes au nom du défunt, on peut changer tous les mots de passe, on peut vraiment s'approprier la vie numérique de la personne. Et puis finalement, il y a un enjeu sur les biens. On a de plus en plus d'argent sur Internet, que ce soit des commerces, Vinted, Amazon, des solutions de paiement, des sites de paris, des néobanques. Et puis alors ça c'est pour l'argent, mais on a aussi des biens non financiers. Ça peut être des œuvres, ça peut être des souvenirs, des photos, des vidéos. Tout ça, ce n'est jamais récupéré, c'est perdu. Aujourd'hui, les notaires, aucun organisme, que ce soit des notaires ou des aides, n'ont connaissance de ces comptes et ne sont capables d'aller les récupérer. Donc c'est aussi un problème sur lequel on accompagne les familles. Alors à quel point est-ce que c'est difficile d'effacer toutes ces vies numériques, et surtout est-ce qu'il commence à y avoir une prise de conscience, donc vous le disiez, elle se fait du côté des familles, est-ce que du côté de tous les acteurs institutionnels, les banques qui possèdent ces comptes en banque, les notaires, les assureurs, les agents des pompes funèbres, est-ce qu'il y a une prise de conscience un peu plus globale et est-ce que les choses commencent à changer? Alors est-ce que c'est facile d'abord? C'est surtout fastidieux. En fait, c'est pas réellement complexe. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller contacter tel organisme pour lui dire cette personne est décédée, voici les documents qui le prouvent. Moi, en tant que proche, j'ai envie de les gérer. En fait, il faut surtout remettre le contexte en place. On n'a pas du tout envie de s'en occuper. Il y a déjà une tonne de démarches administratives à réaliser. Et puis surtout, en fait, quel compte est-ce qu'il faut clôturer? Un gestionnaire de mots de passe français a fait une étude. Il semblerait qu'un Français ait en moyenne 300 comptes sur Internet. On n'a pas connaissance de nos 300 comptes. Évidemment, on n'a pas connaissance des 300 comptes de nos proches. Donc là où ça devient réellement fastidieux, c'est donc le contexte psychologique. Cette tâche très redondante qui prend énormément de temps. Contacter, c'est soit passer un coup de fil, soit soit envoyer un email. Pour Microsoft, par exemple, il faut envoyer un courriel en Irlande. Pour Apple, faut appeler le standard téléphonique et tu te fais renvoyer d'un endroit A à un endroit B. Tout ça pour faire la même chose, c'est-à-dire envoyer l'acte de décès, etc., etc., etc. Donc c'est pas une fois de plus complexe, mais c'est particulièrement fastidieux, surtout étant donné le moment auquel ça se déroule. Et est-ce que les institutions, est-ce que les pompes funèbres, parce que c'est vrai que nous on travaille par exemple avec tant les assurances que les notaires que les pompes funèbres, tous les milieux ne sont pas réceptifs de la même manière. J'aurais adoré vous dire que oui, toutes les pompes funèbres en ont absolument conscience. Ce n'est pas encore vraiment le cas. Je regrette que trop de gérants me disent... alors, je mets de côté les gérants qui ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert, parce que parfois, il y a des gérants qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert, mais pour la plupart, ils comprennent l'intérêt. Et ils nous disent, nous les familles, elles nous en parlent pas. Et dans le mode, oui c'est normal, en fait il y a un grand problème, c'est la sensibilisation. Parce que les familles, elles vont s'en rendre compte des mois après le décès, parce que c'est notifications qui vont finir par arriver après. Donc en fait, les pompes funèbres, en l'occurrence, n'en parlent pas vraiment proactivement. Les familles finissent par s'en rendre compte plusieurs mois après et ne sont plus en relation avec les pompes funèbres. Donc en fait, tout ça fait qu'il y a une mauvaise communication, une mauvaise sensibilisation. Et donc aujourd'hui, voilà. Heureusement, oui, il y a des pompes funèbres qui ont conscience et qui décident d'en parler proactivement, mais ce n'est pas encore le cas de tout le milieu, tout simplement. Vous parlez d'anticipation, justement, j'aimerais bien qu'on consacre la fin de ce débat un peu à cette question de prospective et d'anticipation. Sarah, quand on a discuté pour préparer ce débat, vous m'avez dit qu'on avait tous intérêt à préparer nos propres funérailles. Comment est-ce qu'on fait déjà? Est-ce que beaucoup de gens le font? Et quels sont les bénéfices de cette démarche? Alors, oui, préparez vos funérailles, anticipez votre mort. Non, alors aujourd'hui, il y a 30% des décès qui sont couverts par un contrat obsèques. Je pense que cette proportion va augmenter. On mise sur 50%, je ne sais plus à quel horizon, d'ici 20 ans. Ouais, c'est ça. 15-20 ans. Maintenant, en fait, ça, c'est pour préfinancer ses obsèques et pour mettre ses proches à l'abri, justement, de ne pas avoir à sortir de l'argent au moment des funérailles et à s'assurer d'avoir des funérailles. Mais en fait, ce qui me semble important de passer comme message, c'est que de ne pas mentionner ses souhaits en matière de funérailles, c'est un problème. Parce que je rencontre trop de familles qui se retrouvent face à des choix hyper difficiles. Est-ce qu'ils voulaient être crématisés ? Est-ce qu'il voulait être inhumé? Où est-ce qu'il voulait reposer? Où est-ce qu'il voudrait qu'on disperse ses cendres? Ou alors même, est-ce qu'elle voulait vraiment une cérémonie civile ou une cérémonie religieuse? Et en fait, souvent, les gens, même quand ils réfléchissent à leur funérailles, quand on aborde ce sujet, ils disent « mais les gens feront bien ce qu'ils veulent, je serai mort, je serai plus là ». Mais en fait, c'est pas vrai, parce que
on voit au sein des familles les questions que ça peut poser et beaucoup de culpabilité parfois de faire les mauvais choix quand on ne sait pas. Et également, en fait, on voit beaucoup de conflits émerger sur le sujet des obsèques. On ne se bat pas que pour l'argent, on se bat aussi pour les choix des obsèques. Et en fait, souvent au sein des fratries, il y en a qui vont pas être d'accord. Ah, bah non, elle m'avait dit ça. Bah non, mais moi j'ai compris ça. Je pense aussi beaucoup sur les questions de religieux. Quand il y a un enfant dans la fratrie qui est extrêmement croyant, bah il peut rentrer en guerre avec la frangine qui est pour le coup prône pour une cérémonie civile. Donc je pense que c'est vraiment faire un cadeau à ses proches que d'être clair sur ses volontés. L'idéal, c'est de les écrire. Au moins, il y a une trace, parce que les paroles, elles s'envolent. Les paroles, les propos peuvent être différents en fonction du moment de la vie. Donc, je pense que c'est très important de les écrire. Je dis pas, moi, d'être proactive, de tout écrire, parce qu'il faut laisser la place. Les cérémonies, les obsèques, c'est pour les vivants, c'est pour leur permettre d'entamer un chemin de deuil. Donc, l'idée n'est pas de remplir 3 pages avec tout ce qu'on veut, mais en tout cas de dire les volontés essentielles. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi, là où ce que j'ai du mal parfois à comprendre, c'est que toute notre vie, on a des goûts, on sait ce qu'on veut pour nos anniversaires, pour notre mariage, pour les grands événements de la vie. Pourquoi finalement sur nos funérailles on n'aurait pas notre choix, c'est notre dernière scène, c'est l'énergie qu'on va laisser, c'est notre empreinte de vie, et en fait finalement de pouvoir dire, je vois beaucoup de gens qui me disent moi maintenant je veux qu'on célèbre ma vie le jour où je mourrai, donc c'est en fait ça veut dire quoi, ça veut dire célébrer ce que j'ai été, célébrer ce qui m'a rendu heureux. Donc je pense que en fait on rend service aux vivants, à nos proches en disant ce qu'on souhaite. Je sens que vous voulez réagir. Je vous donne 1 minute parce qu'après j'ai une dernière question de prospective. Sarah a parfaitement résumé en fait la tendance. Je dirais que en tout cas ces sujets de prévoyance, ils ont longtemps été orientés sur je laisse un capital pour mes proches, voire je choisis des prestations. Mais ça faisait pas non plus beaucoup travailler l'imagination. Et de plus en plus, on sent qu'une partie de la population est prête à vouloir réussir sa sortie pour rebondir sur ce que disait Sarah. Et dans cette idée-là, on voit aussi des personnes qui ont envie de laisser une trace. C'est-à-dire qu'au-delà de dire je souhaite ou pas une cérémonie religieuse, je souhaite ou pas une crémation, c'est j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie de laisser un texte, et je veux que ce texte soit lu à tous mes proches le jour de la cérémonie de mes propres obsèques, ou je veux que des lettres soient diffusées à chacun de mes petits-enfants, et j'ai envie de leur dire bêtement d'imaginer voilà la vie, le sens de la vie, etc. Je veux laisser des enregistrements. Et en fait, c'est tout bête, ça coûte presque rien, et d'y penser, c'est aussi finalement aider ses proches à franchir une étape qui est difficile. Donc à minima, préparer ses obsèques, c'est finalement faciliter un peu la difficulté du moment pour ses proches, parce qu'ils n'auront pas à se tirailler entre différents choix qui s'imposent à eux. Et peut-être pour aller plus loin, c'est peut-être aussi de laisser une trace plus émotionnelle avec un certain nombre d'éléments, de courriers, de musique, etc. de manière assez simple. Il faut juste pouvoir envisager ça, et ça c'est une question vraiment de tabou. La mort c'est tabou, la mort ça fait peur, et c'est culturel. Et donc je pense que toutes ces initiatives qui sont là, c'est aussi pour à un moment donné apprivoiser cette idée, être OK avec cette idée pour pouvoir justement l'anticiper. Finalement, vous êtes une transition toute trouvée pour ma question d'après, parce que justement, c'est la question de la trace qu'on laisse. Là, vous parlez de lettres, de photos, éventuellement d'enregistrements. Aujourd'hui, avec les technologies, avec les startups aussi de ce qu'on appelle la death tech, il est possible de recréer un avatar. Je ne sais même pas quel est le terme, en fait, de recréer la personne qu'on a perdue grâce à de l'intelligence artificielle. Il est possible d'envoyer des messages programmés pendant 10 ans aux personnes qu'on laisse derrière soi. Est-ce que demain, on sera tous immortels, et est-ce que c'est un problème, Kylian ? Alors, est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui est sûr, c'est que la notion du deuil et la manière dont on va se recueillir a déjà changé avec la technologie et va changer. Vous parliez d'avatar. Il y avait notamment, ça me fait penser à cette société japonaise. Alors, le Japon aussi sont très tech, ça dépend vraiment des cultures. En France, c'est assez tabou comme on l'a dit. Au Japon, il y a une société qui effectivement est capable de conceptualiser votre personnage en 3D, et donc on a des personnes qui donc mettent un casque de réalité virtuelle et finissent par essayer d'entrelacer comme ça un proche, une personne qui est décédée. Ça donne des images très, très particulières, enfin que nous évidemment qui font peur. Je pense que c'est voué, la technologie va continuer à prendre de plus en plus de place. Ça me fait également penser à une intelligence artificielle qui s'appelle Replica, qui est directement inspirée de Black Mirror pour ceux qui regardent. C'est-à-dire que l'idée, c'est à vous de parler de votre vivant à cette intelligence artificielle. Elle essaye d'en savoir un maximum sur vous.
et elle essaye même de comprendre vos mimiques de messages. Et l'idée, c'est que des proches, après votre décès, puissent parler à cette intelligence artificielle. Effectivement, vous l'aviez dit, on a aussi, alors de manière plus soft, la programmation de messages ou de tweets ou de mails à plus tard. Et puis en porte ouverte, finalement, il y a les grandes fortunes américaines qui sont aussi eux, plutôt tech, etc., investissent des milliards dans deux choses. La première, c'est être capable de cryogéniser le cerveau pour, à terme, finalement, ils investissent dans un deuxième type d'entreprise, celles qui sont capables de numériser entièrement ton cerveau. Donc en fait, voilà, actuellement, ils sont en train d'investir pour être capable de geler le cerveau parce qu'ils savent qu'un jour, sur le long, on sera capable de le numériser entièrement. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé avec ChatGPT, évidemment. Ça a pu permettre de voir à quel point l'intelligence artificielle était très puissante. On a pu voir avec les métavers, etc. Ça paraît une évidence qu'à terme, ça finisse par arriver et que effectivement, la technologie soit plus ou plus omniprésente. Et est-ce qu'on deviendra immortel ça, je ne sais pas, mais effectivement, il y a des questions à se poser. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup.